Je me souviens encore de ce moment comme si c'était hier. Un email a retenti sur mon téléphone. Objet, félicitations. Ce n'était pas n'importe quelle offre. C'était l'offre 500 000 $ par an chez Blackstone Financial. Un emploi de rêve. Mon cœur battait la chamade tandis que je fixais ces mots, incapable de réaliser ce qui m'arrivait vraiment. Pendant des années, j'avais à peine survécu, travaillant à 2 emplois, payant les factures, réduisant les dépenses au minimum juste pour rester à flot. L'idée que ce genre d'opportunité soit enfin la mienne semblait irréelle. Je me tenais dans mon petit appartement, tenant mon téléphone fermement. Le poids de tout cela, enfin, la récompense pour chaque nuit blanche, chaque repas sauté, chaque sacrifice. J'allais enfin pouvoir prendre soin de moi, respirer sans le stress constant de jongler avec les factures. La première chose que j'ai faite a été d'appeler ma famille. J'étais impatiente de partager la nouvelle avec mon père, qui m'avait toujours dit « Continue, persévère. Un jour, ça paiera. » Mais quand je lui ai annoncé, la joie que j'avais ressentie s'est vite transformée en confusion. « C'est formidable, Evelyne. Mais maintenant, tu dois nous aider, » dit-il, d'une voix ferme. 50% de ton salaire pour la famille et 30% pour l'atelier de ton frère. Pas d'excuses. Ces mots m'ont frappé comme un coup de massue. Mon cœur est tombé dans mon estomac. Mon père, l'homme qui avait toujours insisté sur le fait que la famille était tout, me disait maintenant que tout ce pourquoi j'avais travaillé leur appartenait. Je me suis figée. Est-ce que cela était vraiment en train d'arriver? J'avais toujours donné, mais ça semblait différent. Je n'arrivais pas à me débarrasser des paroles de mon père. 50% pour nous, 30% pour ton frère, avait-il dit, comme si c'était la demande la plus raisonnable du monde. Sa voix, toujours si assurée, ne vacillait jamais. C'était comme s'il croyait que c'était mon devoir, non, mon obligation, de donner tout ce pourquoi j'avais travaillé. Il ne prenait même pas en compte mon excitation, mon soulagement, ma chance de respirer enfin librement. Tu sais, nous t'avons élevée, Evelyne, continua-t-il, le ton d'autorité jamais défaillant. Tu as reçu tout ce dont tu avais besoin. Maintenant, c'est ton tour de prendre soin de la famille. Mon cœur battait la chamade alors que je m'asseyais, luttant pour comprendre ce qu'il demandait. Comment pouvait-il penser que cela était acceptable? Il n'avait jamais travaillé une journée complète de sa vie, n'avait jamais compris la valeur des heures que j'avais passées à travailler sans relâche à plusieurs emplois juste pour rester à flot. J'avais passé des années à les soutenir, payant des factures que je n'aurais pas dû payer. Et maintenant, voilà sa réponse à mon succès. Je voulais crier. Je voulais lui dire que j'avais mérité cela, que ma vie m'appartenait désormais. Mais quand je l'ai regardé, son visage buriné, ses yeux fatigués, j'ai senti le poids familier de l'obligation qui m'avait toujours tenu en respect. Après tout, c'était mon père. Mon esprit s'emballait, mais tout ce que j'ai pu articuler fut un « je ne peux pas te donner autant, papa », forcé. Il n'a pas hésité. Tu t'en sortiras. Tu n'as pas besoin de vivre avec si peu. Ce qui compte, c'est la famille. L'atelier de ton frère a des difficultés, et nous avons besoin de soutien. Nous t'avons élevé. Nous t'avons donné un toit. Maintenant, il est temps de nous rembourser. Je me sentais piégée, étouffée par ces mots. Mon emploi de rêve, la seule chose pour laquelle j'avais travaillé toutes ces années, était soudainement entaché par une exigence qui effaçait presque tout ce que j'avais. J'ai essayé de tenir bon, mais ma détermination vacillait sous le poids de ces attentes. Pouvais-je vraiment leur tourner le dos? Pouvais-je vraiment refuser alors qu'ils m'avaient élevée? Alors qu'ils avaient toujours été ma famille? Ma main tremblait en raccrochant le téléphone. Que devais-je faire maintenant? Au début, j'ai ri. Je me suis dit que peut-être mon père avait perdu la tête un instant ou qu'il essayait juste de me tester. Il ne pouvait pas vouloir ça sérieusement. Mais ensuite, les appels ont continué, les messages, la voix douce de ma mère me demandant quand je pourrais envoyer le prochain paiement pour les factures. Mon frère Marc mentionnait au passage que son atelier avait des difficultés, presque comme si c'était à qui que j'allais aider. J'ai essayé de passer outre, de me convaincre que ce n'était pas si grave, mais chaque conversation, chaque demande érodait ma détermination. La voix de mon père devenait plus insistante, plus autoritaire. Tu as toujours aidé, Evelyne. Nous avons besoin de toi plus que jamais. Ce n'était pas qu'une demande. C'était une exigence enveloppée de culpabilité. Et c'était à moi de tout supporter. Un soir, Marc a appelé, son ton juste assez suppliant. Sœur, je suis dans une situation difficile. L'atelier ne va pas bien et j'ai du retard sur quelques factures. Peux-tu nous aider, juste un petit moment?
Il n'a même pas hésité à mentionner la somme qu'il attendait que je couvre les dépenses de l'entreprise pour quelques mois, de la même façon que je payais pour la maison, pour les factures, pour tout le reste. Ce n'était même plus une question. Il supposait simplement que je le ferais. C'était la goutte d'eau. Je suis restée là, à fixer mon téléphone, sentant le poids de leur dépendance m'étouffer. J'avais été le filet de sécurité pendant si longtemps, mais il était maintenant clair que je ne les aidais pas seulement, je les rendais dépendants. Je me perdais dans le processus, épuisée par leurs exigences constantes, par leur attente que je sois toujours celle qui règle tout. Cette nuit-là, j'ai fait mes valises. J'avais passé des années à essayer de construire ma propre vie, et j'avais l'impression de tout jeter pour les mêmes personnes qui ne m'avaient jamais demandé ce dont j'avais besoin. En rangeant mon appartement, j'ai ressenti une douleur aiguë dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était à propos des années que j'avais sacrifiées, des morceaux de moi que j'avais abandonnés. Mais en refermant la porte derrière moi, j'ai su que je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi. Je devais reprendre le contrôle, même si cela signifiait lâcher tout ce qui me liait à eux. Il était temps de me choisir moi-même. Les premiers jours ont donné l'impression qu'un poids avait été levé de ma poitrine. Pour la première fois depuis des années, j'avais mon salaire complet pour moi seule. Je n'avais pas à réfléchir avant d'acheter ce que je voulais, que ce soit un bon repas dans un restaurant ou une nouvelle paire de chaussures que j'avais toujours convoitée mais que je ne pouvais pas me permettre. Je me suis inscrite à une salle de sport, quelque chose que j'avais repoussé depuis si longtemps parce que je ne pouvais pas justifier le coût. J'ai même fait un petit séjour au spa local, quelque chose de simple mais si luxueux. La sensation d'avoir de l'argent, et plus important encore, d'en avoir le contrôle, était une liberté que je n'avais pas connue depuis si longtemps. Je pouvais enfin respirer sans la pression constante des factures qui s'accumulaient, sans ce sentiment lancinant d'être juste un compte en banque pour ma famille. Mais cette liberté n'est pas venue sans prix. Tout a commencé par un simple SMS de mon père, des mots soigneusement choisis, destinés à me culpabiliser pour me soumettre. « Evelyne, nous avons toujours été là pour toi. Pourquoi ne peux-tu pas nous aider maintenant ?» Il a été suivi de dizaines d'autres, chacun plus désespéré, plus accusateur. « Ton frère a des difficultés », écrivait ma mère. « Et tu ne peux pas nous laisser comme ça. » Au début, je les ai ignorés. J'avais besoin d'espace. J'avais besoin de temps pour profiter de ce pourquoi j'avais tant travaillé. Mais au fil des jours, les textos continuaient d'arriver, suivis d'appels sans fin. La voix de mon père au bout du fil devenait de plus en plus insistante à chaque conversation, un mélange de frustration et de tristesse. « Comment peux-tu faire ça à ta famille, Evelyne ?» Mon frère Marc n'a pas perdu de temps non plus. « C'est égoïste », m'a-t-il envoyé par texto. « Tu as toujours été là pour nous avant. Pourquoi maintenant ? Pourquoi nous abandonnes-tu ?» La culpabilité me rongeait comme un bourdonnement constant au fond de mon esprit. Il était difficile de l'ignorer, surtout quand je pouvais entendre leur peine dans chaque message, chaque appel. Je ne pouvais pas échapper à la sensation que je les trahissais. Même si, dans mon cœur, je savais que je faisais ce qui était juste pour moi, cette liberté m'appartenait. Mais à quel prix ? Pourrais-je jamais en profiter pleinement sans me demander si j'avais pris la bonne décision ? La première lettre officielle est arrivée par la poste une semaine après que j'ai arrêté de payer les factures. C'était un avis formel, épais de jargon juridique et chargé d'une autorité froide qui me nouait l'estomac. Mon père me poursuivait pour abandon filial, affirmant que j'avais négligé les besoins de ma famille et que, en tant que son enfant, j'étais légalement obligée de pourvoir à leur entretien. Il exigeait que je verse une somme importante et menaçait d'autres actions en justice si je ne me conformais pas. Je n'arrivais pas à y croire. C'était un homme qui avait passé toute sa vie à éviter ses responsabilités, et voilà qu'il essayait de me faire payer pour ses échecs et ceux de la famille. Mes mains tremblaient en lisant la lettre, l'audace de ses demandes mettant un moment à faire effet. Je ne faisais plus face à un simple conflit familial. J'étais entraînée dans un combat juridique que je n'avais pas anticipé. Le poids de tout cela m'a frappé cet après-midi-là. Comment en étais-je arrivée là ? Comment les personnes que j'avais toujours cherché à aider, pour lesquelles j'avais tout sacrifié, avaient-elles pu se retourner contre moi ainsi ? Je savais que je ne pouvais pas affronter cela seule. J'ai contacté une avocate spécialisée en droit familial, une femme nommée Claire, qui avait déjà traité des affaires similaires à la mienne. Lorsque je lui ai expliqué la situation, Claire a écouté en silence, prenant des notes, son visage impassible. « Ce n'est pas seulement une question de dynamique familiale », a-t-elle dit, d'un ton ferme. « Il y a autre chose en jeu, Evelyne. Les revendications de ton père ne sont pas seulement émotionnelles, elles sont financières. » C'est à ce moment que tout a commencé à se dévoiler.
Claire m'a aidé à examiner l'historique financier de mon père, et ce que nous avons découvert m'a glacé le sang. Il y avait des actifs cachés, de l'argent déplacé entre des comptes à mon insu, et des dettes qu'il n'avait jamais révélées. Il devenait clair que mon père avait manipulé non seulement moi, mais toute la famille pendant des années. Le fonds fiduciaire, l'argent qu'il prétendait utiliser pour les factures médicales de ma mère, rien de tout cela n'avait été utilisé comme prévu. Tout était un mensonge. J'étais furieuse. Mais en même temps, un poids s'est envolé. Je n'étais pas seulement lésée par un membre de ma famille. J'étais trompée par un homme qui avait caché la vérité à nous tous. C'était plus grave que je ne le pensais, et je n'étais plus seulement en train de me défendre. Je me préparais à riposter. Je ne m'y attendais pas, mais plus Claire et moi creusions, plus le réseau de mensonges s'épaississait. Nous avons examiné tous les documents financiers que nous pouvions trouver, relevés bancaires, déclarations fiscales, anciens dossiers, tout ce qui pouvait nous donner un aperçu de la vérité. Et puis nous l'avons trouvé, une enveloppe poussiéreuse et jaunie, cachée au fond d'un des anciens classeurs de ma mère. Elle était étiquetée de son écriture, fonds fiduciaire, frais médicaux. Mon cœur a raté un battement en ouvrant l'enveloppe, mes mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait un document détaillant un fonds fiduciaire que ma grand-mère avait mis en place pour ma mère, destiné à couvrir les frais médicaux, 250 000 $. Il était censé aider au traitement de ma mère après son diagnostic de cancer, pour offrir un coussin pour ces derniers mois. Mais en parcourant le document, quelque chose n'allait pas. Le fiduciaire, mon père, avait signé un document dissolvant le fonds 3 jours seulement après les funérailles de ma mère. L'argent, au lieu d'être utilisé pour soulager ses souffrances ou payer les factures médicales, avait disparu dans la nature. Je l'ai relu, espérant me tromper, mais ce n'était pas le cas. Il avait utilisé cet argent à ses propres fins, pour ses entreprises, tandis que nous luttions pour joindre les deux bouts. L'argent même qui aurait pu alléger tant de fardeaux que j'avais portés pendant des années, disparut. La réalité m'a frappé comme un coup dans l'estomac. Mon père, l'homme que j'avais respecté, n'était rien d'autre qu'un menteur, un homme poussé par sa propre cupidité, caché derrière l'illusion de se soucier de sa famille. Pendant des années, j'avais remboursé des dettes, travaillé jusqu'à l'épuisement, pensant les aider dans leurs difficultés. Tout le long, il savait qu'il y avait de l'argent qui nous attendait. De l'argent qui aurait pu nous sauver de la ruine financière, qui aurait pu m'éviter de sacrifier mon propre avenir. La trahison m'a coupé plus profondément que je ne l'avais imaginé. Les actions de mon père ont brisé toute confiance que j'avais encore en lui. Il ne m'avait pas seulement déçu, il m'avait délibérément trompé, cachant la vérité pour maintenir son contrôle sur moi. Je me sentais nauséeuse, trahie d'une manière que je n'avais pas cru possible. Ce n'était plus juste une affaire de famille. Il s'agissait d'argent, de mensonges et des années de manipulation que j'avais subies. Le poids de la vérité était étouffant. Mais maintenant que je savais, je ne pouvais pas l'ignorer. Il était temps de l'affronter. La colère que je ressentais n'était plus une tempête passagère. Elle était devenue une force motrice. Je ne pouvais pas laisser mon père s'en tirer ainsi, avec toutes ces années de manipulation et de tromperie. J'avais donné tellement de moi-même. Et maintenant, sachant ce que je savais, je n'allais pas reculer. J'ai appelé Claire dès le lendemain matin. Il est temps de riposter, lui ai-je dit, la voix ferme mais résolue. Je vais contre-attaquer en justice. Il ne s'agit pas seulement du fonds fiduciaire. Il s'agit de tout ce qu'il nous a fait. Avec l'aide de Claire, j'ai engagé une avocate spécialisée dans les affaires de fraude et de détournement de fonds. Elle s'appelait Allison et avait l'approche directe dont j'avais besoin. Elle s'est immédiatement mise au travail pour rassembler des preuves, en tirant tous les documents financiers que nous pouvions trouver pour constituer un dossier contre mon père. Au fur et à mesure que nous examinions les dossiers, d'autres secrets ont commencé à tomber du placard. L'ancien avocat de ma mère, un homme nommé Robert, avait tenu un registre détaillé de ses affaires. Lorsque je l'ai contacté, il a accepté de nous aider. Robert était chargé de gérer la succession de ma mère et avait conservé chaque document avec un soin minutieux. Ce que nous avons découvert était choquant. Mon père avait effectué plusieurs transferts frauduleux, détournant de l'argent provenant de comptes qui auraient dû servir au bien-être de notre famille. Il y avait des dettes impayées datant de plusieurs années qu'il avait ignorées, tout en se présentant comme un patriarche responsable. Et puis il y avait le fonds fiduciaire, 250 000 $ qui aurait pu couvrir des années de dépenses, de factures médicales et me soutenir pendant que je construisais ma vie. Disparu. J'ai senti le pouvoir revenir entre mes mains. Au moment où j'ai vu les transferts frauduleux et les dettes impayées, j'ai réalisé combien de contrôle il m'avait pris. Mais maintenant, je le reprenais. Ma vie, mon avenir, enfin entre mes mains.
Il ne s'agissait plus seulement d'argent. Il s'agissait de réparer les torts, de reprendre ce qui m'appartenait. Je n'allais pas laisser mon père utiliser sa manipulation et sa cupidité pour détruire ce pourquoi j'avais travaillé. J'avais fait assez pour eux. Maintenant, il était temps qu'ils affrontent les conséquences. Alors que je regardais la pile de documents devant moi, un sentiment de clarté m'envahit. Ce n'était que le début. Au moment où le tribunal a statué en ma faveur, j'ai eu l'impression qu'une digue venait de céder. Le monde soigneusement construit de mensonges et de manipulations de mon père commença à se défaire morceau par morceau. Les preuves de ses activités frauduleuses étaient irréfutables, et bientôt, il devint clair pour tout le monde que son entreprise était au bord de l'effondrement. Ses dettes s'accumulaient, et les créanciers commencèrent à frapper à des portes qu'ils ne pouvaient plus éviter. Le garage mécanique qui avait autrefois été censé être le pilier de la famille commença à s'effondrer, incapable de se relever de la mauvaise gestion financière qu'il avait permise. Je regardais tout cela de loin, la désintégration rapide de tout ce que j'avais cru stable. L'entreprise à laquelle il s'accrochait si fermement n'était plus son salut. C'était sa chute. Sa honte était désormais publique, et la communauté qui autrefois le respectait commençait à lui tourner le dos. Je pouvais presque sentir son désespoir à travers le téléphone lorsqu'il appelait pour implorer de l'aide. Mais je restais silencieuse, laissant les conséquences de ses propres actes le submerger. Pendant ce temps, ma propre vie changeait de manière inattendue. Au travail, la promotion dont j'avais longtemps rêvé arriva enfin. Mon travail acharné, ma diligence et mon intégrité furent reconnus. Mon salaire augmenta, et cette reconnaissance fut une victoire pas seulement pour moi, mais pour la femme que j'étais devenue, la femme qui refusait d'être manipulée davantage. Mon bureau devint mon sanctuaire, l'endroit où je pouvais enfin respirer, libéré du poids constant des attentes de ma famille. Mais malgré l'essor de ma carrière, quelque chose en moi souffrait. Voir la chute de mon père, l'effondrement de la famille que j'avais autrefois tenté de protéger, était plus difficile que je ne l'avais imaginé. La vérité était sortie, et avec elle, tout ce que je croyais savoir sur eux s'effondra. Mon père, mon frère, la famille pour laquelle j'avais tant lutté, ils avaient disparu. Et pourtant, le silence qui suivit fut étrangement libérateur. J'avais maintenant l'argent, les 250 000 $ du fonds fiduciaire, l'argent que mon père avait volé à ma mère et à moi. Avec cela, je pris la décision de racheter la maison familiale saisie. La maison qui avait autrefois symbolisé l'unité familiale, où nous nous étions tous réunis pour les fêtes, les anniversaires, pour des moments de joie éphémères, m'appartenait désormais. Mais il ne s'agissait pas seulement de récupérer une propriété. Il s'agissait de récupérer ce qui m'appartenait de droit, à moi et à ma mère. Lorsque les documents furent signés, je ressentis une étrange sérénité. La maison n'était plus un lieu lié au sacrifice passé, au poids de responsabilités auxquelles je ne m'étais jamais engagée. Elle était devenue autre chose, un symbole de l'héritage de ma mère, un rappel de tout ce pourquoi j'avais lutté. L'avis d'expulsion fut délivré peu après. Mon père et mon frère n'avaient d'autre choix que de partir. Les regarder empaqueter leurs affaires était comme voir la dernière façade s'effondrer. Je ne ressentais ni satisfaction, ni culpabilité. Je ne ressentais tout simplement rien. Ils m'avaient poussé à ce point. Leur cupidité et leur manipulation avaient créé un fossé désormais impossible à combler. Alors qu'ils s'éloignaient, le visage vide de défaite, je restais ferme dans ma décision. Je ne me laisserais pas entraîner de nouveau dans leur toile de tromperie. Mes actions avaient provoqué des ondes de choc dans la famille, un effet de vague qui allait tout changer pour eux. Mais pour moi, c'était la conclusion dont j'avais besoin. La famille que j'avais autrefois tenté de protéger désespérément avait disparu, et à leur place, je me tenais seule, enfin libre de reconstruire la vie que j'avais mise en pause trop longtemps. La maison ne semblait plus être celle de ma famille. Elle semblait être la mienne. Les murs, autrefois lourds de souvenirs de sacrifices, se dressaient maintenant comme un symbole d'un nouveau départ. J'ai décidé de louer la propriété, pas à une autre famille qui en abuserait, mais à un jeune couple en quête d'un nouveau départ. Ils attendaient un enfant, et je pouvais sentir leur espoir, leur excitation à l'idée de créer un foyer. C'était exactement ce dont la maison avait besoin, une famille capable de construire quelque chose de réel à partir d'elle, et non de la détruire. En leur remettant les clés, je ressentis un sentiment de paix. La maison n'était plus un symbole de tout ce que j'avais abandonné. Elle était devenue un lieu où une vraie famille pouvait prospérer, une famille bâtie sur l'amour, non sur l'obligation. L'héritage de ma mère, autrefois terni par la cupidité de mon père, était enfin libre. J'avais fait le bon choix. Je réfléchis à cette transformation, pas seulement celle de la maison, mais de moi-même.
J'avais renoncé au besoin d'être tout pour tout le monde. Je n'étais plus la femme qui se sacrifiait. J'avais appris, à la dure, à vivre pour moi-même, à prendre le contrôle de mon propre destin. La douleur du passé persistait, mais elle ne me contrôlait plus. J'avais reconstruit ce qui avait été brisé. Et maintenant, avec la maison louée et mon avenir entre mes mains, je pouvais enfin respirer.